vais me présenter en quelques mots. Évidemment, il faut que cette fois-ci je me présente pas en disant je suis parce que j'ai lu votre livre et que je voudrais pas m'enfermer dans une identification qui pourrait restreindre ma liberté. Donc j'ai dû préparer quand même parce qu'on a tellement l'habitude de dire je suis mère, je suis journaliste, etc. que là c'était un vrai exercice de style. Donc, je m'appelle Guillemette, j'exerce la fonction de maman de 4 enfants et d'épouse comblée, le tout en Nouvelle-Zélande. J'ai fondé Amaorire pour accompagner les femmes à faire la paix avec leur corps. Et j'écris pour le magazine Grandir Autrement. Donc, c'est pour eux que j'ai la joie de vous rencontrer aujourd'hui. Revenons-en à vous. Vous avez fondé le décodage biologique dans les années 90. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit en quelques mots? Alors, en 1994, donc, suite à beaucoup de frustration, d'insatisfaction, donc je deviens activement curieux pour rencontrer ceux qui ont une intelligence et des résultats par rapport à la santé, puisque j'étais infirmier à l'époque. Et à ce moment-là, donc, je rencontre différentes personnes, et entre autres le docteur Hammer. Alors ça, c'était en 91, et je trouve qu'il pêche par certains excès. Il a, dans la relation avec la médecine en particulier, et avec la thérapie également. Mais il y avait des intuitions qui me semblaient intéressantes à explorer. Et puis sur le sens des maladies, c'est-à-dire l'idée que chaque maladie a un sens biologique qui s'appuie sur la fonction de l'organe. Donc ça fait 25 ans que effectivement je vérifie ça avec chaque patient. Mais comme j'ai dit, il y avait son attitude par rapport à la médecine qui n'était pas juste, et je me suis tourné vers Milton Erickson à ce moment-là, psychiatre américain, et qui a été un des grands maîtres des thérapies brèves, l'hypnose, la PNL, pour ne parler que quelques exemples du génie de cet homme, et qui pouvait voir les gens parfois qu'une seule fois, et il y avait des changements définitifs pour toute la vie. Donc Milton Erickson avait réellement compris qu'est-ce que c'est que la thérapie, qu'est-ce que c'est que le changement, quelle est la structure du changement. Et donc j'ai mis les deux en même temps, Hammer dans son hypothèse de diagnostic, de compréhension, tout ce qu'il appelle des lois, moi j'appelle ça des hypothèses, de la curiosité, de l'ouverture pour le patient, et non pas l'enfermer dans quelque chose de prédigéré. Et puis, j'ai complété donc avec l'aspect thérapeutique résolument efficace donc de Milton Erickson, qui est très différent de Freud dans sa pratique. Et après, j'ai eu la chance de rencontrer Marc Fréchet, et qui lui aussi s'intéressait au sens des maladies, mais non pas au sens biologique, mais au sens cyclique et transgénérationnel. Donc, pour le dire de manière un peu plus simple, décodage biologique donc a une lecture biologique, c'est-à-dire c'est un nouveau paradigme. La leçon que pour découvrir l'électricité, on n'a pas élaboré la bougie, on a simplement changé de paradigme, on a fait un espèce de saut intellectuel, de saut quantique, qui est que la maladie est méchante, il faut l'éliminer, il faut lutter contre la maladie, et finalement, ça revient à lutter contre soi ou une expression de soi. Donc, le décodage biologique est passé sur un autre paradigme, qui est que la maladie est un langage et est une adaptation parfaite à un moment, une solution que le corps trouve par rapport à un événement. Et donc, ce nouveau paradigme s'appuie sur la fonction de l'organe. Si je fabrique plus de poumons, c'est que j'ai peur de mourir, donc je vais attraper plus d'oxygène. Si je fais plus de foie, c'est parce que j'ai eu peur de manquer de nourriture, donc je fais plus de stockage. Si j'ai mal à la tête, j'apporte plus de sang parce que j'ai manqué de solutions intellectuelles. Donc chaque maladie va avoir un sens biologique, une utilité d'une manière irrationnelle, émotionnelle, biologique, archaïque. Pour le cerveau droit, bien distinguer tout ce qui est droit cerveau gauche, le décodage biologique, les métaphores, l'hypnose, les constellations familiales sont des approches donc du cerveau droit. Donc ça, c'était la première étape, de dire, tiens, avant la maladie, il y a un événement, c'est un sens biologique, et par émotion, et l'émotion est simplement l'expression d'un besoin biologique non satisfait. Et à partir de là, donc, j'ai inventé une centaine de protocoles pour dialoguer avec la cellule et donner un autre support à l'expérience,
puisque finalement, le seul problème, c'est le support de l'expérience. Quelqu'un vit une difficulté, eh bien, il en fait soit une poésie, soit une maladie, soit un long discours chez le psychanalyste. En fait, vous m'expliquiez en gros à quel point la vision de la maladie que vous présentez suite à vos recherches et se distingue de la vision plus conventionnelle sur laquelle s'appuie le système de santé actuel, par le fait que là, dans votre conception de la maladie, vous entendez d'abord une émotion originelle et une manière de réagir à une réalité. Cette émotion passe par le corps. Okay, donc le corps est l'expression de mes émotions. J'ai faim, eh bien je le sais à travers mon corps. Okay, j'ai sommeil, je le sais à travers mon corps. Et la maladie n'est que l'amplification de cela. C'est-à-dire que je suis en contact avec de la variée, je vais vomir. Je suis en contact avec une conversation qui m'empoisonne, je vais vomir aussi. Le corps réagit de la même façon à quelque chose qui est réel, comme une nourriture avariée, ou quelque chose qui est symbolique, mais qui produit la même émotion. De la même façon, quand on est amoureux, on est en train de penser à une personne qui est à 2000 km de là et qu'on aime, mais on va avoir des émotions comme si elle était dans nos bras, par exemple. Donc l'imaginaire produit les mêmes réactions physiologiques que la réalité. Et donc la maladie suit ce processus-là. Et donc on va, pour chaque maladie, trouver son sens biologique, c'est-à-dire d'adapter à un événement qui n'est plus là. Et on va réorienter cet événement vers un autre support. Donc il y a la réalité réelle et la réalité symbolique. Donc là, on arrive sur votre livre « Le monde extérieur n'existe pas » pour s'interroger sur la réalité, justement, et sur le lien entre la perception de la réalité et la maladie. En 94, donc le premier pas, c'est effectivement, je réagis au monde extérieur, on m'insulte, donc je deviens sourd. Ou au contraire, je suis dans un silence insupportable, silence de mort ou d'ennui, donc je crée des acouphènes pour remplir ce silence. Où je pense à une patiente, son fils de 18 ans meurt, quelques mois après, elle prend 18 kilos en plus pour remplir ce vide, être en lien. Donc la première étape en 94, quand je crée le décodage biologique des maladies, c'est voilà, il y a un événement extérieur qui frustre une de mes besoins et que je n'arrive pas à exprimer par un langage, donc il y a le support du corps. Et puis après, j'ai travaillé sur le pré-conflit. Ça a été l'objet d'un autre livre qui s'appelle Croyances et thérapie. En fait, lorsque, par exemple, ma femme m'abandonne, eh bien, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est le sens que je donne à ça. Ma femme m'abandonne, ça veut dire que je n'ai pas de valeur. Donc, je vais le vivre dans mon malaise. Si j'ai pas de valeur affective, ça va être les côtes. Les valeurs sexuelles, ça va être le bassin. Je suis pas à la hauteur, ça va être la colonne vertébrale. Selon la croyance que j'ai de l'événement, cela va générer une émotion. L'émotion vient toujours après une croyance. On met un sens à un événement. L'événement extérieur, comme le disait le philosophe Épictète, le monde extérieur n'a pas de sens, on lui donne un sens. Donc mon fils se drogue, il a bien raison, je faisais pareil à son âge. Mon fils se drogue, ça veut dire que je suis un mauvais père. Donc je réagis au sens que je donne à ce qui se passe à l'extérieur. Ça, c'était la deuxième étape avec le pré-conflit. Là, maintenant, on est dans la troisième étape, qui est que, donc, il ne peut y avoir un conflit que s'il y a un morceau de moi qui n'est pas au bon endroit. Je suis identifié à quelque chose qui n'est pas moi. Et donc, mais ça, c'est tout à fait involontaire, inconscient, puisqu'il y a une espèce de culturel, et social et familial, donc de s'identifier à quelque chose pendant l'enfance pour prendre une place, pour avoir un espace, pour avoir un regard, et pour aller sécuriser, rassurer et pouvoir se développer dans un endroit. Et donc, ce qui est nécessaire à un moment donné, à savoir la naissance de l'ego, c'est-à-dire ce qui est en amont de l'identité, la naissance de l'ego qui est indispensable à la construction de l'enfant, eh bien, devient perverse par la suite lorsqu'elle prend la place de l'être essentiel qui est une conscience pure à l'intérieur de chaque être vivant. Première étape, donc la maladie vient d'un événement émotionnel. Deuxième étape vient d'une pensée limitante. Troisième étape, donc la maladie vient d'une identification. Et là, on est dans le pré-conflit en quelque sorte. J'ai un problème dans mon travail parce que j'identifie à une image de travailleur.
Quand j'arrête cette identification et toute forme d'identification, eh bien, les croyances, elles tombent comme des feuilles à l'automne, et à ce moment-là, il y a un espace sans conflit qui peut enfin exister à l'intérieur de moi. D'accord. Donc pour faire tomber cette identification, il faut commencer par en prendre conscience. C'est ce que vous disiez dans votre livre. Que vous y mettiez l'hypothèse que notre ADN pouvait être marqué par un prolongement, une situation à régler pour notre ancêtre. Alors là, comment on fait? Parce que j'entends qu'il y a l'événement, les croyances, l'identification. Mais si j'en crois votre hypothèse qu'il y a aussi la part des ancêtres, finalement, se désidentifier ne suffit peut-être pas forcément à se guérir. Donc, vous présentez l'effort d'identification comme une activité. Et cette opinion, elle vient de quelqu'un qui est dans l'identification. L'identification, soit une journaliste, soit un être humain, une femme, une philosophe. Okay. Donc, je suis à l'intérieur de tout ce système-là et je cherche comment ça se passe, ce que disait Saprem, c'est-à-dire dans la théorie de l'évolution, le poisson qui va devenir un lézard, eh bien, il peut pas y penser à l'avance puisqu'il a sa pensée de poisson. Il peut pas accéder à ce que la vie d'un lézard aérien sur la plage. Donc, on ne peut pas, avec notre pensée habituelle, normale, sociale, d'identifier, conceptualiser cela. Donc, on en a à un moment donné l'évidence ou pas, mais qu'on en ait l'évidence ou pas, il y a un espace dans lequel eh bien, cela est. C'est l'espace de la conscience sans objet. Est-ce que ce niveau de conscience-là, dans ce cas-là, est-ce qu'il ne serait pas associé à la question de la confiance, finalement? Vous avez raison de revenir à quelque chose de concret et de pratique. Donc, quelqu'un vient parce qu'il a un symptôme, il a une maladie, donc il s'est oublié à lui-même. Il a eu un instant d'inadvertance. Il a eu un moment de refus de la réalité, ce que j'exprime aussi dans ce livre. Le seul conflit qui soit, c'est le refus de la réalité. La réalité, c'est ce qui se passe instant après instant et que je ne peux pas conserver. Et donc, c'est notre angoisse qui voudrait conserver des choses au fond. Quelqu'un donc fait un problème de côlon, le côlon sert à gérer tous les déchets, je vais chercher dans son histoire ce crase, quelque chose de dégueulasse. Quelqu'un fait une cystite, une des fonctions de la vessie, c'est de marquer les limites du territoire, et donc effectivement, je pense à une femme en permanence, bien se rentrer dans le jardin, arracher des fleurs, prenait des fruits, etc. Et donc, il l'empiétait dans sa maison, il se sentait envahi. Que fait l'animal, de manière archaïque? Il va uriner autour du territoire. Donc, il y a cette mémoire d'espèce, en quelque sorte, archaïque, cette arche de Noé qui subsiste à l'intérieur de chacun de nous, et qui est pleine de solutions d'adaptation. L'animal, pendant ses limites, il va pisser autour de son territoire. Et pour informer par ce langage olfactif, eh bien, là, tu rentres chez moi. Donc, on a ces codes-là biologiques à l'intérieur de nous, dans notre conscience biologique, dans notre conscience organique. Donc, la première étape, c'est déjà reconnaître ça. Reconnaître ses propres besoins, et quand ils sont pas satisfaits, quand on n'y arrive pas, eh bien, à ce moment-là, c'est la naissance de l'émotion, le ressenti biologique qui vient de la cellule, et qui parle de ses peurs, ses frustrations, ses manques, etc. Maintenant, si on veut aller un peu plus loin dans la structure du conflit, eh bien on se dit, tiens, pourquoi l'autre voisine de l'autre côté de la rue, eh bien, quand le voisin vient chez elle, elle est ravie ou indifférente. Donc, c'est pas l'événement et on est responsable de ce qui se passe, on est participant de ça. Donc, c'est bien moi qui le vis de cette façon-là, qui vit comme un envahissement de chez moi, parce que j'ai la croyance que mon chez moi, c'est moi, ma maison, mon terrain, c'est moi. Et si on pénètre à l'intérieur, c'est une violation. Mais c'est juste une idée, c'est pas la réalité, c'est juste un concept, puisque la voisine d'en face, elle n'a pas la même idée. Alors avoir une réalité commune, ça reviendrait à dire qu'on a des croyances communes. Et alors, est-ce que si on a des croyances communes, on peut déclencher la même maladie
face à une même situation? Nous partageons des croyances en général par sympathie, c'est-à-dire que je vais aller dans tel groupe de sportifs, par exemple, et je vais faire 3 fois par semaine du sport, et nous partageons tous la même croyance que le physique, c'est important. Et puis d'autres personnes, elles disent, tiens, moi je vais 3 fois par semaine à la méditation, parce que ma croyance, c'est que je suis une âme appelée et qu'il faut gagner son ciel ou autre chose. Donc d'autres vont faire de la politique, parce qu'ils ont l'impression que c'est la politique qui va sauver l'humanité. Donc on va se retrouver par sympathie, par croyance plus ou moins commune, et ce qui nous permet en général de ne pas se remettre en question, parce que tu vois, j'ai bien raison, puisque l'autre, il pense comme moi. Donc, ça évite de faire une thérapie, et en général, commune, et ce qui fait que on peut faire éventuellement des conflits communs, mais on ne fera pas de maladies communes, puisque on partage tous la même réalité, la même émotion, la même réalité subjective. Hein. Donc, suite à des guerres, des envahissements, des catastrophes, Tchernobyl ou autres, il n'y a pas spécialement de maladie. Je parle pas des radiations de Tchernobyl. Je parle du traumatisme. Eh bien, les gens, ils partagent ces émotions d'affliction, que ce soit après le tsunami, un attentat ou autre chose. Donc, ils ont le droit, pour une fois, d'avoir des émotions, puisque le grand danger d'aller dans nos émotions, eh bien, c'est d'être vulnérable. Et l'être moderne, l'être humain, l'homme, plus que la femme d'ailleurs, peur de sa vulnérabilité, c'est-à-dire d'être émotif, d'être dans les émotions, et il va surévaluer donc le mental, par exemple. Donc, un événement nous fragilise, ça c'est encore un autre réseau de croyances. Donc, j'ai la croyance que sans travail, je ne vaux rien, sans famille, je ne vaux rien, donc je m'organise pour être toujours au travail, pour être toujours avec ma famille, et comme ça, tout va bien. Et un jour, ça marche plus. Est-ce qu'on peut se servir de nos croyances pour qu'elles nous servent et qu'elles ne nous desservent pas, quoi? Est-ce qu'on peut agir sur elles concrètement? D'une part, elles sont inconscientes. Croyances actives, opérationnelles, elles sont inconscientes. Elles sont soit héritées de nos ancêtres, soit elles sont culturelles, avec l'éducation familiale et scolaire, soit c'est un traumatisme ou un manque, eh bien, je présente ces croyances. Mais je ne suis pas conscient que, voilà, pour être aimé, je dois être parfait. Donc, on est dans une évidence et de sens, donc pas conscient de nos croyances. Et donc, il va y avoir des croyances qui vont être adaptées pour atteindre nos objectifs, des croyances ouvrantes, permissives, bienheureuses, des espèces de croyances comme ça, générales, et qu'on va mettre en permanence, où, par exemple, j'ai pas de chance, ou c'est toujours pareil pour moi, ça marchera jamais. Des croyances qui vont provoquer nos expériences. Hein. La croyance prend la place de la réalité. Je ne suis jamais en contact avec la réalité, je suis en contact avec le sens que je mets sur la réalité. Cette force, ce qui fait qu'il y a des conflits entre les couples ou entre les sociétés, parce qu'ils ils partagent pas les mêmes croyances. Et donc, une femme qui a la croyance que ce qui compte dans la vie, eh bien, c'est l'éducation des enfants, alors que son mari dira, il y a d'abord la sexualité, et puis c'est ce qui est important pour unir le couple. Donc, ils vont pas avoir la même croyance, la même perception du couple, et donc, à ce moment-là, il y a un décalage. Donc, il y a des croyances, effectivement, qui sont plus permissives, plus ouvrantes, soit par un travail de conscience, soit par un travail spirituel, soit par des expériences naturelles, ou une bonne éducation, qui fait qu'on est rempli de ces croyances positives, ouvrantes, permissives, et je dirais évolutives. Le problème de la croyance, c'est qu'elle soit figée. Je pense que les aliments sont dangereux. C'est vrai, en 1914, en 70, en 39, en 44. Aujourd'hui, pas du tout. Donc, le problème, c'est quand les choses se fixent. Il a plu hier, donc je vais prendre mon parapluie aujourd'hui, demain et après-demain. Non, on fait pas ça. On regarde le ciel. Donc, c'est la généralisation d'un moment qui... Et donc, pour éviter cette généralisation, dans ce que j'entends, il faut être le plus possible dans l'instant présent. Donc, plus on est dans l'instant en ayant confiance en soi, en la vie, moins on souffre de créer une réalité en fonction de ses croyances limitantes. C'est ça? Oui. Vous avez un ordinateur et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui fonctionne encore sur Windows 95 ou sur 3.11 ou Windows 98. Donc, nous n'avons aucune difficulté à faire des mises à jour
intellectuellement, voyons l'intérêt. Quel dommage que nous ne fassions pas de même avec nos croyances, avec notre cerveau, avec nos comportements. Et c'est-à-dire qu'on continue à réagir plus qu'à agir. C'est-à-dire c'est notre histoire à l'intérieur de nous qui est sollicitée à chaque moment. Donc il y a notre être biologique, il y a la conscience biologique, il y a la conscience historique. Je suis mon corps biologique avec mes besoins, et puis il y a mon corps, ma conscience historique. Donc tout ce que j'ai vécu, toutes les histoires, les bonnes et les moins bonnes, qui font que je suis qui je suis en termes d'être historique. Je suis, voilà, j'étais là, je suis né à tel endroit, j'ai eu tel diplôme, 3 enfants, etc., etc. Donc quand j'ai dit ça, je n'ai parlé qu'une d'une partie de moi, entre guillemets, ou d'un vêtement, en quelque sorte. Donc, c'est l'être historique, et qui va habiter l'être biologique pour satisfaire ses besoins et continuer à avoir d'autres histoires. Et puis, il y a également l'être d'apprentissage, d'expérience, qui les déduit de toutes nos histoires, de tout notre vécu. Et c'est tout cet être d'expérience et de croyance, ils vont utiliser la biologie aussi comme un vaisseau, comme une voiture. Et au-delà de ça, bien, il y a l'être spirituel, voilà, chacun m'inscrira là-dessus, mais moi, ce que je me permets de dire, c'est que cet être spirituel, eh bien, n'a pas de vêtements, n'a pas de contenu, n'a pas d'étiquette. Et dès qu'on met une étiquette, on est dans les 3 autres. Et qu'on n'a rien à faire pour accéder à celui-là, pour le provoquer, sinon on est dans le domaine encore, on se raconte des histoires en quelque sorte. On est encore dans la temporalité. Donc, quelqu'un fait une cystite parce que le voisin rentre. Donc, premièrement, je reconnais mes émotions, je reconnais mes besoins biologiques, là je suis bien. Deuxièmement, je reconnais mon histoire. C'est ce voisin qui rentre sans demander la permission, qui rentrait dans ma chambre quand j'étais petit, et puis elle rentrait dans mon intimité comme ça, sans que je l'ai invité, elle m'empêchait de jouer ou de rêver. Et donc ça, c'est l'être historique. Et puis derrière, j'ai trouvé la croyance que le monde est dangereux, que j'ai besoin d'être seul pour être bien, etc. Et puis jusqu'au jour où, au fond, il n'y a plus besoin de parler. J'entends bien tout ce que vous expliquez pour un adulte, et en ce qui concerne nos enfants, justement, quelle place on a, nous parents, comment on peut agir, nous parents, pour que les croyances de nos enfants, par cet aspect historique avec la question des étiquettes que vous abordiez, par cet aspect apprentissage avec les expériences que vivent nos enfants, comment nous, parents, on peut accompagner nos enfants pour que ces croyances n'aient pas tant d'impact limitant sur leur vie, pour éviter que nos enfants soient coincés dans des identifications qui ne sont pas eux, par exemple. Est-ce qu'on parle d'éléments de langage? Est-ce qu'on a vraiment la main là-dessus ou pas du tout? Parce que de toute façon, c'est qu'une question d'interprétation, de perception, et que c'est la mère suffisamment bonne de Winnicott, quoi qu'on fasse. On ne pourra jamais avoir la main sur la perception de nos réactions pour nos enfants. Quel est votre avis là-dessus? Alors donc, il y a notre être biologique qui rencontre, qui le nourrit, un être humain, qu'on soit un kangourou ou un crocodile ou je sais pas qui, ou un singe. Donc il y a cette réalité biologique, et là-dessus je pense qu'il n'y a pas de souci. Les mères nourrissent leur enfant. Je donne l'exemple d'une patiente qui est enceinte. Sa mère meurt pendant qu'elle est enceinte et l'enfant vient au monde, elle donne le prénom de sa mère et cet enfant deviendra sa mère symbolique. Cet enfant de l'aimer, la mère a pu l'aimer. Ou une autre femme, donc, elle a été très malheureuse dans son enfance et elle a très peu connu ses parents, sa mère était toujours au travail, etc. Donc, j'ai un enfant qui est moi. C'est-à-dire, je vais lui donner ce que j'ai pas eu. Je vais lui éviter ce que j'ai subi. Donc, notre être historique doit se poser la question, eh bien, qui est cet enfant pour moi? Pour mon histoire, quel rôle, quelle place il prend, quelle date de naissance il a. Je pense à une autre patiente, donc son fils est le 13 janvier.
Et le 13 janvier, 12 ans auparavant, est mort son frère d'un problème rénal. Elle n'a jamais fait le deuil de son frère, qui est mort le 13 janvier. Donc, elle s'organise inconsciemment pour faire une conception au mois d'avril, un accouchement donc le 13 janvier, donc à la même date de la mort. Et elle donnera le même prénom. C'est-à-dire que je ne fais pas le deuil de mon frère, et il est vivant, puisque je l'appelle toute la journée, puisque je lui donne à manger toute la journée. Donc, cet enfant, lorsqu'il aura 12 ans, l'âge de la mort de l'oncle, eh bien, il se retrouvera à l'hôpital avec la même maladie que le frère de la mère. Mais, qu'est-ce qui va se passer pour cet enfant? Il va guérir. Donc, il fallait bien que j'ai un enfant avec le même prénom que mon frère. Il fallait bien qu'il ait la même maladie que mon frère pour le guérir, puisque derrière tout ça, bien, je suis coupable de ne pas avoir sauvé mon frère. Donc, là, je suis une bonne sœur. Je me suis bien occupé de lui. Il n'est pas mort de ce problème rénal, puisque c'est un problème rénal à l'époque. Donc, quel rôle je donne, quelle place je donne à cet enfant, quelle charge je lui donne. Et c'est Boris Cyrulnik qui dit s'il n'y avait pas un désir d'enfant, il n'y aurait pas d'enfant. Donc, il faut bien qu'on ait quelques névroses, entre guillemets, pour qu'il y ait conception. Et comme Yehudi Menuhin, dont le père voulait jouer du violon, mais le grand-père a refusé qu'il joue du violon. Donc, qui est cet enfant? Et à partir de ce moment-là, de cette prise de conscience, je peux dissocier l'enfant de cette réparation, de cette frustration, de ce rôle, de ce personnage, de cette identification à mon père, à ma mère ou à moi quand j'étais petit. Donc, je libère de cette situation, ma prise de conscience, et puis après, par le dialogue, je lui explique. Je dis, ah, tu vois, t'as tel prénom, tu n'as tel, etc., parce que ma maman était importante. Mais j'en parle quand cela est réglé, quand je suis apaisé, quand c'est juste un fait historique, d'une écoute historique, pour son corps historique, sa réalité historique. Et là, tout va bien. Il prend l'information. J'entends que je peux retirer ma perception de parent, ma projection de parent sur mon enfant, pour le rendre à lui-même, par la mise en conscience et par de mon histoire et la verbalisation de ce que c'est une fois que c'est nettoyé pour l'enfant. Mais de manière plus quotidienne, en dehors de ce travail de fond qu'idéalement il aurait fallu que je fasse avant d'être enceinte et avant de donner naissance, pour être sûr de dégager mon enfant, de donner naissance à un enfant qui est lui-même et pas une projection ou une continuité de moi-même ou de mon histoire. Au quotidien, avec un enfant qui tombe malade, mais on va dire sur des petites pathologies infantiles, que ce soit sur des otites, sur des rhumes, etc. Comment je peux accompagner mon enfant avec vos éléments de perception, quelles questions j'aurais à me poser ou à poser à mon enfant pour l'amener à la guérison ou l'amener juste à la prise de conscience de cette émotion qui provoque cette réaction du corps aujourd'hui. Okay, donc là, on va écouter le sens biologique du symptôme. Je pense à un petit garçon qui commence de la fièvre. C'est le lundi, sa maman, elle part à Paris pour travailler, elle part toute la semaine. Et immédiatement, le petit garçon a de la fièvre. Maman, non, sa chaleur, son amour. Sa chaleur veut dire que je suis important pour elle. Le vendredi, la mère a téléphoné tous les jours, bien sûr, et le vendredi, elle téléphone en disant « Ce soir, je serai là ». Bien une demi-heure après, la fièvre a disparu. L'enfant, il va retrouver la chaleur de sa mère. Donc, un autre enfant fait un eczéma, donc une atteinte de l'épiderme, touché par sa mère. Elle a repris le travail, il va à la crèche, donc il est séparé au niveau du tact, parce que cet enfant-là va être plus désireux, nécessiteux de ce... Par exemple, on lui a promis un anniversaire, une fête, une surprise, à condition qu'il fasse ses devoirs, qu'il range sa chambre, etc. Donc il a presque attrapé le morceau de plaisir, mais ça peut encore lui échapper. Et donc, il peut être puni. Et donc là, il va commencer cette pathologie. Donc, dans la bouche, je peux attraper ce plaisir, cette douceur, ce bon moment. On va décoder organe par organe quel est le sens biologique et l'émotion pour chaque symptôme.
D'accord, c'est un peu ce que vous aviez fait quand vous aviez écrit dans ce livre que vous avez écrit avec votre fille sur Moi malade, mais pourquoi? Le livre à destination C'est ça, c'est des ça, jeunes. Là. C'est ces premiers éléments-là que vous nous conseillez à avoir en tête en tant que parents, finalement, absolument. pour aborder la question de la maladie chez nos enfants. Pour éviter de s'enfermer dans une nouvelle croyance qui serait didactique, liée à ce que vous avez pu exprimer dans vos livres précédents, pour s'approcher au plus près de ce qui se passe pour l'enfant dont le corps exprime un symptôme là qui le tracasse. Est-ce que je dois vraiment revenir à la fonction organique première ou est-ce que l'événement ne peut pas déjà se débloquer avec cette histoire de changement de perception de la maladie comme mais attention, là ça évite quelque chose de pire pour cet enfant et c'est quoi? Alors, je crois, par expérience, que connaître la fonction de l'organe malade va nous permettre de trouver l'événement à l'origine de la maladie évite quelque chose de pire. Donc l'enfant, devient sourd parce que on le dévalorise, on l'insulte. Donc, il vaut mieux ne pas entendre que perdre une image positive de soi-même ou voir ses parents qui se déchirent à cause de soi-même. Donc, mais pour trouver ça, il a fallu trouver l'événement. Donc, il y a, on l'a pas dit, mais le décodage biologique ne prend pas la place d'une consultation médecine, malgré ce qu'on a fait, ce qu'on a fait croire aux gens. C'est pour ça que je suis allé au Sénat il y a 3 ans, entre autres raisons. Donc, le décodage biologique est favorable, évidemment, la question ne devrait même pas se poser, au travail du médecin, du psychologue, du psychiatre, du pharmacien, de l'hôpital, etc., etc. Je dis ça parce que j'ai besoin de le dire, il y a des gens mal inspirés qui se sont autoproclamés thérapeutes en décodage biologique ou formateurs, et qui font pression pour que leurs patients ne suivent pas leur chimiothérapie ou autre chose. Et donc, ça, c'est très dangereux pour les patients et pour le mouvement de décodage biologique, puisqu'il s'agit jamais de ça. Donc, l'enfant a un symptôme, une maladie, bien sûr, il va voir son pédiatre, bien sûr, il suit tous les traitements, et puis après, on peut se poser des questions dans le sens de cette maladie, et puis avec une visée pour un traitement médical, et puis permettre qu'il n'y ait pas de récidive plus tard de ce symptôme-là. Et la première question, c'est, avant de se dire, tiens, qu'est-ce que ça évite de pire, c'est une question puissante, c'est le code biologique qui va nous permettre de le savoir. C'est à quoi sert l'eczéma, à quoi sert le surpoids. Si je prends l'exemple de cet homme qui a 15 kilos en trop, et donc il a quitté la Polynésie avec ses parents de manière un peu obligée, il s'est retrouvé en Algérie. Ce qui manque, c'est en Polynésie, ils étaient 15 copains, et là, sa vie n'a plus de sens. Mes 14 copains me manquent, et vraiment, avec eux, j'étais heureux, j'avais plein de projets, etc. Je suis parti, je suis seul, je me retrouve en Algérie. Donc, sa biologie, il va le leurrer dans une logique biologique et non pas mentale ou intellectuelle. Donc, en accumulant le chiffre 15 à l'intérieur de lui, et ce qui, dans cette logique biologique, et il trouve le conflit, il peut donc faire le deuil de ces amis-là. Donc, un enfant est malade, quel est le code biologique? Et après, eh bien, on comprend ce que la maladie évitait le pire, l'absence des copains en l'occurrence. Si le but de nos comportements est de diminuer notre niveau de stress finalement par rapport à toutes ces expériences, à toute cette réalité de vie, est-ce que nous, parents, nous pourrions particulièrement accompagner nos enfants en favorisant peut-être une très bonne confiance en eux? Ce serait pour vous alors, la confiance. Ça c'est une bonne question. Vous insistez sur la confiance en soi, ce qui peut être pertinent pour certains, et pour d'autres, ça va être autre chose, qui vont avoir à la limite trop confiance en eux, et puis gêner tout le monde, et puis être orgueilleux, et puis passer à côté de leurs besoins plus subtils.
Je pense en vous écoutant effectivement, à une attitude parentale qui peut être très préventive, qui peut nous intéresser en priorité, autant prévenir la maladie que la guérir. Donc, c'est d'éduquer les enfants en valorisant l'expression de leurs émotions. Et ça semble rien, et en fait, c'est tout. C'est tout, et c'est énorme. On est, je crois, dans une civilisation moderne, dans une culture qui bâillonne les émotions et qui vit les émotions par procuration. Nous allons au cinéma, nous allons au théâtre, nous écoutons de la musique, nous admirons des gens qui ont des émotions. Et nous payons très cher, donc des artistes, des vedettes, qui vont pleurer, qui vont crier, qui vont amplifier, qui vont vivre nos émotions, qui vont exprimer nos émotions parce que nous sommes des handicapés des émotions, je l'ai dit, parce qu'on a la croyance que d'être vulnérable, d'être fragile quand on a des émotions. L'éducation actuelle valorise beaucoup le cerveau gauche, valorise beaucoup les sciences, valorise beaucoup l'intellect, le mental, le contrôle, le plus fort. Et ça, c'est une catastrophe. Ça, j'aurais presque l'audace de dire que c'est un crime lent, mais un crime quand même. Donc, on bâillonne justement le cœur. Pour moi, dans chaque cellule de notre corps, il n'y a pas un cerveau, il y a un cœur. Il y a un cœur qui a des émotions dans chaque organe, dans chaque cellule. Et mon métier, c'est d'entendre ce qui n'a pas pu être dit, exprimé. C'est pour ça que je ne fais pas concurrence aux psychologues ni aux médecins. S'ils le font, ben moi, j'ai pas besoin de le faire. Donc, mais si les parents non seulement le font, mais valorisent cela chez l'enfant, et ça veut dire qu'ils le font eux-mêmes et qu'ils expriment eux-mêmes et et que papa et maman disent j'ai peur quand il a peur, qu'ils soient authentiques sans être romantiques ou larmoyants ou autre chose, mais être vivant là aussi, qu'on ne soit pas dans une espèce de mensonge social qui est les parents, ils ont tout réglé, c'est des cerveaux, tout va bien, etc. Non, ils ont le droit de pleurer, ils ont le droit de rire, ils ont le droit de chanter. J'ai des histoires comme ça où les parents évitent aux enfants d'aller à l'enterrement de la grand-mère parce qu'il faut pas pleurer, il faut pas voir les autres pleurer. C'est juste du grand n'importe quoi. Parce que l'enfant, 30 ans plus tard, il est traumatisé de cela. Donc c'est l'échec, ça n'a pas marché du tout. On utilise un enterrement, on pleure un grand coup, c'est un acte symbolique, c'est un acte thérapeutique, c'est un acte familial fort. Et donc à ce moment-là, 30 ans après, il n'y a rien, il n'y a pas de traces, il n'y a pas eu de traces de ça. Donc voilà, si vous m'en donnez donc la permission, ce serait vraiment ce conseil-là de revaloriser notre cerveau droit, de revaloriser la littérature, le français, la poésie, la musique, les arts, une certaine valeur il y a 50 ans ou il y a un siècle. Il y a un siècle, on en ayant fait ses universités, en ayant son bac littéraire. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un qui a un bac littéraire va faire médecine? Bien sûr que non. Donc le médecin, il y a un siècle, n'était pas le même. Il fallait qu'il aille chez le patient, et qu'il connaisse la famille, etc. Donc là, c'est bien, comme la médecine a évolué, mais il y a quelque chose qui manque. C'est-à-dire d'écouter ce qui affleure là dans notre symptôme, c'est-à-dire l'émotion. Et donc, si les parents, si les professeurs, si les instituteurs, eh bien, valorisons ce qui est là naturellement. Je m'appelle à l'époque où j'étais marié, il y a de nombreuses années, mon fils rentre de l'école, il pleure. Une bonne mère pareil, lui dit ah ben non c'est pas grave, pleure pas, viens manger. Donc je vais voir immédiatement, je vois mon fils, je dis non, pleure, vas-y. C'est rare en plus en tant qu'homme. Si tu veux en parler ou pas, peu importe, mais t'as une émotion, vas-y. Il a pleuré 2 minutes. Il m'a raconté un truc qui s'est passé à l'école, brièvement, c'est fini. 10 ans après, 20 ans après, c'est fini. Donc là, si je mets un chapeau dessus, 20 ans après, c'est encore là, où dans le corps. On a peur des émotions des autres. On croit que si on laisse l'autre pleurer, ça n'en finit pas. Et c'est l'inverse. Quand j'écoute l'autre pleurer, c'est beaucoup plus bref. Je fais ça toute la journée. Je veux dire. Donc oui, les parents ont un rôle préventif dans cette éducation d'eux-mêmes en premier, et puis de vérité, de sincérité, parce que finalement il faut être malade, mourant parfois, pour être vrai. Il faut être proche de la mort, de la souffrance, de l'handicap, pour tomber les masques. On peut essayer de gagner du temps un petit peu. Donc dans l'éducation, violence familiale, et puis voilà, c'est simple. Je me rappelle d'une scène qui m'avait choqué. C'est le 11 septembre à New York. Et puis, une femme est en face de Manhattan, et puis il y a le crash des avions dans les tours, et puis elle hurle à la fenêtre. Et il y a son fils qui arrive, dit « Qu'est-ce qui se passe, maman ?»
Et la mère dit rien du tout, regarde la télé, puis elle lui met un dessin animé de Walt Disney, tout va bien, tout va bien. Et elle colle l'enfant dans le mensonge. Le met dans, c'est plus un enfant, quoi. C'est une espèce de robot ou d'ersatz de l'humanité. Et dans le déni total. Et ça, c'est une catastrophe. Ça, c'est une catastrophe. C'est un crime, entre guillemets, puisque ça, pour moi, ça va aller dans le corps. Donc, l'éducation, c'est valoriser les émotions, ce que nous faisons indirectement. On écoute de la musique, on va au cinéma pour avoir des émotions, pour celles qu'on n'a pas pu avoir en famille. En même temps, vous dites qu'il faut faire tomber les masques, qu'il faut favoriser l'authenticité. Et dans votre livre, on trouve cette métaphore de la scène de théâtre que je peux pas ne pas aborder avant de finir notre entretien quand même. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur... parce que être authentique dans la scène de théâtre qui correspond à notre réalité de vie, c'est pas simple quand même. Alors, il faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Il faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. C'est-à-dire qu'on a beau savoir que ça serait super bien d'être un gentil époux, un gentil mari, etc. On a lu ça dans des livres de Jacques Salomé, dans des livres de Guy Corneau, du Dalai Lama, mais on rentre le soir, on a faim, il n'y a rien de prêt, on est en colère. Ok, eh bien on est en colère. Donc, il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. C'est-à-dire que quand on est attrapé par le personnage, et on nous a éduqués pour jouer un rôle, j'ai donné l'exemple d'une maman, sa mère vient de mourir, elle est enceinte d'une petite fille, elle donne le prénom de sa mère pour être en relation avec sa mère, pour faire partie de la famille, il faut qu'elle accepte ce rôle. En plus, on ne lui demande pas de manière consciente, là elle pourrait s'opposer, mais c'est de manière implicite. Donc, on a des rôles de réparation et autres. Et donc, moi, je m'appelle Christian parce que il y a un oncle, un enfant donc qui est mort dans la famille. Donc, il fallait un Christ pour le ressusciter. Donc, je suis le sauveur. Donc, du coup, je deviens infirmier, thérapeute, etc. Donc, on m'impose la généalogie, l'histoire me donne un personnage à vivre pendant un certain nombre d'années qui est le sauveur, qui est le Christ. Je suis inconscient de cela, donc je joue ce rôle sur la scène de théâtre. Et puis, donc, à un moment donné, eh bien, je me dissocie de ça par la prise de conscience, thérapie, entre autres, et l'exercice dans cette dissociation, eh bien, qui me rend libre par l'observation, par la conscience. Et donc, je ne suis plus ce personnage. Je ne suis plus Christian, le sauveur, de ceci ou de cela. Je suis désidentifié à ce personnage. Et si j'ai encore des réactions de ce personnage, je les accepte dans mon humanité. On va imaginer qu'une partie de moi est encore identifiée à un moment ou à un autre. Donc, il ne s'agit pas de jouer une espèce de quelqu'un qui a tout réglé. Si je ne l'ai pas réglé, je ne l'ai pas réglé. Où est le problème, je veux dire. Maintenant, lorsque je suis dans le spectateur, c'est-à-dire dans la conscience pure, qui est détachée de tous ces jeux, de tous ces sketchs, de toute cette histoire, j'y suis. Quand j'y suis. Et à ce moment-là, eh bien, il n'y a pas d'intention, il y a simplement la béatitude, en quelque sorte. Quand on y est, quand on n'y est pas, on n'y est pas. Et donc là, avec ce livre, on est arrivé doucement à la 8e marche, qui est d'accueillir et d'observer. C'est un peu ce que vous dites en se mettant en position de spectateur, d'observateur. J'accède à une position de béatitude en moi-même qui est bien plus confortable et bien plus agréable à vivre finalement. Moi, ça me donne très envie de lire le prochain avec la prochaine marche. Est-ce qu'il y a encore des marches pour arriver à soi-même ou est-ce que accueillir et observer, ça nous met déjà dans une position de cohérence avec nous-mêmes suffisante pour que le corps n'ait plus à s'exprimer par la maladie? Vous savez, je suis toujours ému, bouleversé, satisfait quand je me trouve par exemple à la plage au coucher de soleil ou dans un parc public, et je vois beaucoup de gens et où des personnes vont au parc à tel endroit, à Paris, en Nouvelle-Zélande, ailleurs, et il y a beaucoup de gens, et les gens ils intellectualisent pas, ils viennent voir des fleurs, des papillons, des montagnes, du ski ou autre chose,
jeux de pensée qui sont à ce moment dans cette conscience pure. C'est-à-dire qu'ils sont à un moment donné face à un coucher de soleil, face à un papillon qui ouvre ses ailes pour la première fois, face au rire d'un enfant qui croise comme ça dans la rue. Et là, le cerveau s'arrête, typiquement. Il y a des moments où on est en dehors de l'espace de la pensée, on connaît tous cette affaire-là, cette jubilation-là. Là, on n'a pas besoin de provoquer du bonheur. Hein. On n'a pas besoin de boire quelque chose, de penser à quelque chose, de se remémorer un truc ou autre chose. On est juste bien. Et cet état-là, et donc, c'est pas nous qui le décidons, qui le provoquons, il est là, de fait. Et on y accède à ce moment-là. On l'a pas provoqué, on a arrêté d'empêcher. On a arrêté de l'empêcher. Okay, parce qu'il est là depuis toujours. C'est l'instant. C'est l'instant, voilà. C'est la grâce, c'est l'instant. C'est l'harmonie, c'est la beauté, c'est la contemplation, c'est toutes ces choses-là. Voilà, donc l'état ultime, entre guillemets. Maintenant, je sais pas que dire d'autre. Ouais, c'est parfait. Moi, vous avez bien fait le tour. Je vous remercie d'avoir pris le temps de bien aborder le sujet de l'éducation des enfants parce que c'est vrai que c'est ce qui nous intéressait particulièrement aujourd'hui. Et nous, on en ressort avec des nouvelles flèches très, très importantes pour notre métier de parent. Donc, moi, je suis très contente de tout ce que vous avez pu partager. Je peux voir votre escalier là, vous pouvez me le remontrer? Ah oui, oui, je peux même vous l'envoyer. Hein. C'est mes notes perso, hein, mais. Ok, oui, ça semble super sympa, ça. Ouais. C'est une belle mise en forme, donc ouais, avec joie. Si vous pouvez m'envoyer par WhatsApp. Ouais, je vous l'envoie. C'est sympa. Eh ben, je fais ça. Je vous remercie beaucoup et je vous envoie ça tout de suite. Merci. Au revoir, Christian Flèche. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.